Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va continuer ensemble notre analyse de la statistique bayésienne et on va s'intéresser, on va en fait commencer notre étude de ce qu'est un postérieur, des probabilités postérieures en inférence bayésienne. Donc, je vous rappelle notre problème. Et si vous suivez mes capsules, vous devez commencer à être familier avec le problème avec lequel on travaille. Eh bien, la statistique bayésienne, c'est essentiellement une équation. Et c'est l'équation suivante. Je cherche les probabilités d'avoir un vecteur de paramètres θ dans mon modèle, dans un modèle que vous définissez vous-même. Nous, on va travailler beaucoup avec l'exemple de la régression linéaire. Donc, quelles sont les probabilités d'obtenir certains paramètres, sachant que j'ai des données Y? Eh bien, je sais, grâce à ma règle de Bayes, que ce résultat-là est proportionnel aux probabilités d'avoir Y sachant θ, essentiellement la vraisemblance de mes données, multipliée par mes probabilités a priori, mon intuition sur la vraie valeur de ces coefficients-là. Et donc, l'inférence bayésienne, une façon élégante d'en discuter, c'est-à-dire que ça cherche à combiner d'une part l'information empirique qu'on obtient sur nos paramètres lorsqu'on analyse empiriquement des données, et l'intégration de valeurs, l'intégration d'idées plus subjectives. Donc, vous, en tant que rechercheur, en tant que chercheur, en tant qu'analyste, expert de votre domaine, vous avez certaines idées sur les paramètres que pourraient prendre vos paramètres, les valeurs que vos paramètres pourraient prendre dans votre modèle. Et donc, en tant que statisticien, vous essayez de combiner un petit peu ces deux choses-là. Donc, vous essayez de combiner d'une part les données empiriques, de l'autre côté, votre expertise, votre intuition sur la valeur que ces données-là devraient prendre. Et le résultat de cette combinaison-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le postérieur. C'est le terme de gauche, c'est les probabilités d'avoir θ sachant Y. Et bon, le postérieur, c'est quelque chose qui, eh bien d'abord, c'est une densité, hein, c'est une fonction de densité dont, dont les valeurs, dont la forme va vraiment dépendre beaucoup euh, de la forme de votre vraisemblance et la forme mathématique que va prendre vos préférences a priori. Ici, je vous donne deux exemples très simples. Et donc, on va avoir l'occasion, inquiétez-vous pas avec ça, là, on va avoir l'occasion de discuter mathématiquement comment on trouve l'équation du postérieur à partir de la forme de nos priori et de nos vraisemblances. Je veux juste vous montrer graphiquement pour l'instant. Je veux qu'on garde une connaissance large du problème, juste pour qu'on soit conscient de ce qu'on essaie, de résoudre comme problème. Et donc, ici, vous avez des graphiques où on vous montre des postérieurs et en fonction des probabilités a priori et des vraisemblances de vos problèmes. Donc, vous avez ici, par exemple, dans le problème de gauche, vous pouvez voir que le postérieur, donc la densité, hein, c'est toujours des fonctions de densité. Donc, les fonctions de densité pour les paramètres d'un certain problème semble être une combinaison de vos vraisemblances, c'est-à-dire votre courbe en rose ici. Donc, la vraisemblance que vous obtenez à partir de vos données et, et vos connaissances a priori du problème. Donc, ici, on voit qu'a priori, vous seriez tenté de dire que votre problème, si par exemple, ici j'avais une échelle avec des paramètres sur l'axe des x, là, vous seriez tenté à dire que vos paramètres devraient avoir une valeur plus faible que ce que vous observez dans vos données. Donc, dans vos données, vous observez vraiment beaucoup des paramètres beaucoup plus élevés que ce à quoi vous vous attendiez. Eh bien, le postérieur, c'est une combinaison de tout ça. Hein. Vous regardez ça, vous vous dites, ben écoutez, euh, d'une part, je m'attendais à des résultats très faibles, donc je m'attendais à une valeur très faible de mes paramètres. Et d'un autre part, quand je regarde la distribution dans mes données réelles de ces paramètres-là, quand je regarde la distribution de mes paramètres dans les données réelles, et bien là, tout d'un coup, je me rends compte que c'est beaucoup plus élevé. Donc, vous voyez que le postérieur fait un arbitrage de ces deux choses-là. Va se situer entre les croyances a priori et la vraisemblance. Et donc, lorsque vous
calculer ce postérieur-là, en combinant vos priori et vos vraisemblances, vous vous trouvez au centre. Donc, vous avez une densité ici située entre le postérieur, entre la vraisemblance et entre le priori. Où est-ce qu'on va se situer? Est-ce qu'on va se situer plus proche de la vraisemblance? Est-ce qu'on va se situer plus proche de vos priori? Ça dépend de la certitude que vous avez pour chacun de vos priori et de votre observation empirique de votre vraisemblance. Si, par exemple, votre vraisemblance vous donne des résultats absolument fantastiques, presque pas de variance, des résultats super crédibles, à ce moment-là, votre postérieur va être biaisé en direction de votre vérification empirique vers votre vraisemblance. Donc, c'est ce que vous voyez ici. J'ai un graphique qui est tiré d'un article scientifique et on estime différents paramètres, la probabilité, la densité, les fonctions de densité pour différents paramètres. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'a priori, le chercheur nous dit, a priori, moi je pense que mon paramètre devrait être égal à 0. Ça devrait faire aucune différence dans mon modèle. Le paramètre devrait avoir absolument aucune différence et j'ai une certaine distribution autour de cette moyenne de 0-là. Eh bien, quand j'observe mes données, ce chercheur-là se rend compte, mon Dieu, regardez ça, la vraisemblance. Finalement, le paramètre que j'essayais d'estimer n'est pas du tout nul. Clairement, il se rapproche de 20. Eh bien, votre postérieur vient dire, écoutez, le chercheur pensait que c'était 0. La vraisemblance, quand on observe théoriquement, pratiquement, empiriquement les données, te dit que le paramètre devrait être égal plus autour de 20. Eh bien, le postérieur vient de dire, écoutez, j'ai beaucoup confiance aux résultats de ma vraisemblance. Donc, au final, mon postérieur va dire que je devrais m'approcher plutôt de 10. Et on n'oublie pas, hein, le postérieur, c'est une fonction de densité. Hein, c'est une fonction de densité et éventuellement, on pourrait être intéressé, on pourrait être intéressé plus globalement à essayer de trouver une valeur à ce postérieur-là. Donc vous, si par exemple vous travaillez au ministère des Finances et on vous demande, Marc-André, je veux savoir c'est quoi l'impact de l'éducation sur le salaire. Et moi, j'ai fait une régression bayésienne, j'ai trouvé une fonction postérieure pour mon paramètre de l'éducation sur le salaire. Eh bien, ce que j'ai, moi, c'est une fonction comme ça de densité. Mon patron, lui, il veut un chiffre. Il veut savoir, Marc-André, c'est quoi l'impact de l'éducation sur le salaire. Il ne veut pas que je lui arrive avec une distribution. Il veut un chiffre. Et donc, je vais vouloir calculer, à partir de ma fonction de densité, certaines valeurs, comme la moyenne. Quelle est la moyenne de mon paramètre ici? Et la moyenne de mon paramètre, mathématiquement, on peut la calculer d'une façon très simple. Et c'est là que vous allez voir l'importance que ça prend d'être bien malin dans la façon dont vous tracez mathématiquement la forme de vos préférences a priori. Donc, je vous en ai déjà glissé un mot, mais regardez bien ici. Donc, j'ai une fonction de densité. J'ai une fonction de densité pour mon postérieur. Cette fonction de densité-là, je peux trouver sa moyenne. Comment est-ce que je fais pour trouver la moyenne d'une fonction de densité? Eh bien, c'est simple. J'intègre par rapport au paramètre ici. Donc, je multiplie mon paramètre par la fonction de densité et j'intègre. Et j'intègre ça par rapport à θ. Et ça me donne la moyenne pour n'importe quelle fonction de densité. Hein? Donc, ça ici, on apprend ça dans nos premières années en probabilité, même premier cours de probabilité que j'ai fait, on nous a appris cette équation-là. Et vous voyez, moi, quand je vois ça, il y a un signe qui m'embête et c'est l'intégrale. L'intégrale d'une fonction de densité peut être vraiment chiante. Particulièrement si votre fonction de densité n'est pas évidente. Donc, l'avantage, c'est que si vous êtes brillant dans la façon dont vous déterminez la forme de vos fonctions de vraisemblance et la forme de vos fonctions a priori, eh bien, vous allez avoir un postérieur qui va avoir une forme agréable à travailler. Et donc, vous n'aurez pas toujours besoin d'intégrer comme ça vos fonctions postérieures pour trouver, par exemple, la moyenne ou la variance de vos paramètres.
vous n'aurez pas besoin toujours de faire ça, parce que si vous avez choisi des priori conjoints, donc on se souvient, comme on en a parlé dans une vidéo précédente, si vous avez adéquatement choisi des priori conjoints, eh bien, vous allez analytiquement être capable de trouver les valeurs critiques comme la moyenne ou la variance sans même avoir intégré. Et on va avoir l'occasion de revenir à ce point-là lorsqu'on va vouloir faire des exemples plus pratiques ensemble. Donc, inquiétez-vous pas, on va y revenir. Pour l'instant, à ce point-ci du cours, si vous suivez là, la playlist, la chaîne de lecture pour le calcul en statistique bayésienne, ce qui est important, c'est que vous soyez capable de revenir à l'équation à l'écran. Donc ici, la probabilité d'obtenir θ sachant y étant proportionnelle à la probabilité d'avoir y sachant θ multiplié par la probabilité de θ, eh bien, vous devez être capable de regarder chacune de ces composantes-là individuellement et dire « je comprends cette composante-là ». Si vous comprenez chacune de ces composantes-là et le but de notre problème d'inférence bayésienne, eh bien, vous êtes déjà bien parti pour le succès. Le reste, c'est de la mathématique. Vous allez devoir la travailler. Oui, elle est difficile, la mathématique. Oui, ça prend du temps, mais le résultat en vaut nettement la peine. Donc, je clôt ma capsule là-dessus et j'espère vous revoir dans une prochaine où on va commencer à faire ensemble des applications beaucoup plus pratiques en statistique bayésienne.